Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Saria Bloom sur le Chérif La Télévision. La désertification ainsi que le changement climatique et la perte de biodiversité ont été identifiés comme les plus grands défis au développement durable lors du sommet de la Terre de Rio en 1992. 2 ans plus tard, en 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a établi la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et où la désertification, en particulier en Afrique, signée à Paris le 14 octobre 1994, UNCDD, ratifié par le Mali par décret numéro 1995-16 PRM du 14 avril 1995. Le seul accord international juridiquement contraignant liant l'environnement et le développement à la gestion durable des terres est déclaré le 17 juin, journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, par sa résolution A-RS-49-115. Plus tard, en 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré en 2010-2020 décennie des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse, afin de mobiliser une action mondiale pour la lutte contre la dégradation des terres dirigée à nouveau par le secrétariat de la Convention. Les 197 parties à la Convention, 169 touchés par la désertification, travaillant ensemble pour maintenir et restaurer la productivité des terres et des sols et pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones arides. Depuis 2017, l'UNCDD et ses partenaires ont aidé environ 70 pays sujets à la sécheresse à élaborer des plans d'action nationaux pour réduire les catastrophes dues à la sécheresse. Ainsi, la convention portant création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, adoptée à Djamena le 17 juin 2010 et ratifiée par le Mali par décret numéro 2011-684 PRM du 14 octobre 2011. Ainsi, la thématique de notre émission porte sur l'encadrement juridique de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres au Mali. Nous recevons sur ce plateau professeur Djakali Ansiaka Sidibé, maître de conférence en droit public, droit de l'environnement à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Maître assistant Kamens en histoire du droit et des institutions, chef de département d'enseignement et de recherche en histoire du droit et des institutions à la faculté de droit public, coordinateur de master droit de la santé et l'environnement à la faculté de droit public de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako depuis juin 2019. Consultant chercheur senior au laboratoire d'études et de recherche en droit, décentralisation et développement local l'ERDEL du Mali. Expert consultant indépendant en évaluation environnementale des politiques et projets de développement, changement climatique, droits humains et sécurité au Sahel. Professeur Sidibé, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci Bassina. Aujourd'hui, quand on parle de la désertification, nous savons quand même que vous êtes un spécialiste, un expert en droit de l'environnement. Oui. Alors, quelle analyse faites-vous sur la désertification et la dégradation des terres? Analyse juridique. Merci beaucoup, cher Bassina, pour l'invitation afin d'échanger par rapport à une thématique aussi pertinente qu'est la désertification. C'est un phénomène, justement, une problématique de dégradation des terres arides, semi-arides, mais aussi des terres chères humides. Et le phénomène pratiquement touche tous les continents, y compris le continent africain, qui est d'ailleurs celui le plus touché. Il y a aussi le continent américain à travers l'Amérique latine. Nous avons aussi le continent asiatique, mais nous avons aussi la Méditerranée
septentrionale qui constitue donc les 4 zones dans lesquelles le phénomène sévit donc depuis la grande sécheresse des années 1970. Alors aujourd'hui, à la lecture de la Convention de Paris de 1994, quelle analyse juridique pouvez-vous porter sur ces textes? Merci. Je vais d'abord contextualiser en fait cette convention parce qu'il y a un contexte d'adoption. Il faut reconnaître que la grande sécheresse des années 1970 qui s'est étendue jusqu'à 1990 a pratiquement été un fait marquant, n'est-ce pas, pour l'ensemble de la communauté internationale. C'est pourquoi il y a eu en 1977 une réunion internationale, une conférence internationale donc sur les phénomènes de la désertification tenue sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, à son siège à Nairobi au Kenya. Et beaucoup d'échanges ont été faits, parfois des résolutions pratiquement donc, ont été envisagées. Et par la suite, à l'occasion de la 2e conférence internationale sur l'environnement qui s'est tenue à New York au siège des Nations Unies en 1982, il était question d'adopter une convention mondiale de protection de la nature. Et donc il s'agissait de prendre dans le cadre justement de cette convention les phénomènes de la désertification et tout ce qui peuvent, n'est-ce pas, donc y être afférents. Et malheureusement, il y a eu un échec parce que le concept même de la nature a fait l'objet d'antagonisme entre les différents acteurs du jeu international. Et il a fallu attendre la publication du rapport Breedlines sur la question du développement et la protection de l'environnement pour pouvoir, si vous voulez, réussir cette diplomatie, n'est-ce pas, donc internationale, qui a eu comme résultat à la fois sur le plan politique et normatif l'adoption d'un certain nombre d'instruments lors du sommet de Rio de 92. Et donc la Convention, c'est le premier instrument contraignant de protection de l'environnement après les sommets de Rio de Janeiro de 1992. D'ores et déjà, l'horizon était là, était déjà dégagée à travers cette conférence de Rio, parce qu'il y a une déclaration sur les forêts à Rio, l'agenda 21 aussi, qui est l'un des instruments adoptés, constitue quand même un programme politique sur le XXIe siècle, prévoyait dans son chapitre 12 la gestion, n'est-ce pas, donc des terres fragiles. Et dans ce chapitre-là, la question de la désertification, n'est-ce pas, était abordée. Et donc il fallait, puisque ce sont des instruments qui ne sont pas contraignants, il fallait justement aller vers l'adoption d'un instrument global de lutte contre ces phénomènes dans les régions touchées. Et ce qui a été fait à Paris en 1994. Et donc le Mali l'a ratifié l'année qui a suivi son adoption et en a fait pratiquement un texte juridique au plan national. Au plan national, parce que le Mali se trouve dans un système de monisme juridique, donc. Et une fois qu'un instrument juridique international est ratifié, donc ça s'insère dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Donc ce qui fait de la Convention de la lutte contre la désertification un instrument juridique relevant du droit positif malien de l'environnement. Très bien. Effectivement, la même logique, quand nous parlons aussi de la Convention de N'Djamena, relatif à la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Oui. Est-ce que le Mali pourrait relever le défi, selon vous, le défi est énorme, n'est-ce pas? Relever le défi nécessite plus d'engagement, n'est-ce pas, sur le plan
politique, sur le plan financier, n'est-ce pas? Et donc, ça va aussi nécessiter le temps. Il faut du temps, n'est-ce pas, pour pouvoir parvenir au résultat de cette volonté politique qui est manifeste au Mali, à travers bien sûr l'adoption, la ratification de cette convention de N'Djamena sur la Grande Muraille Verte, mais aussi à travers la mise en place d'un cadre organique au plan national de mise en œuvre de cette convention. Je vais parler de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, donc qui travaille d'arrache-pied sur le terrain avec les moyens, n'est-ce pas, qui lui sont à sa disposition pour pouvoir faire rendre effectif ce texte-là au plan national. Donc ce n'est pas vraiment aisé, mais il y a différents défis qui viennent se mêler. Nous sommes dans une crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans, depuis 2012. Et donc la crise n'est pas que environnementale, elle est aussi sécuritaire, elle est sociale, elle est institutionnelle, etc. Donc dans ce contexte-là, il y a des craintes, n'est-ce pas, assez fortes que la question environnementale soit reléguée au second plan. Et nous pouvons souhaiter que dans les années à venir ou dans les mois à venir, que l'aspect peut-être institutionnel, n'est-ce pas, politique et autres, puisse être réglé, et que l'aspect sécuritaire aussi, parce que sans cela, il n'y a pas de possibilité de mise en œuvre de ces instruments relatifs à la lutte contre la désertification sur le terrain. Voilà. Alors, quand le Mali est parvenu à mobiliser environ 96 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale pour piloter un projet, le projet relatif à la restauration des terres dégradées au Mali. Est-ce que, selon vous, chercheurs, ce système va parvenir quand même à stopper le phénomène de la désertification au Mali? Bien sûr, c'est une très belle initiative, c'est une très belle opportunité. Parmi tant d'autres, hein, il y a d'autres projets, n'est-ce pas, notamment de gestion durable des terres, etc., etc. Et donc qui vont permettre, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir parvenir, n'est-ce pas, donc à réduire au moins les phénomènes de la désertification. Parce qu'il faut comprendre que il n'y a pas que des facteurs humains, il y a aussi des facteurs climatiques dont personne n'a la maîtrise, notamment les phénomènes de changement climatique qui impactent beaucoup sur nos terres et qui rendent ces terres assez fragiles, exposées donc à cette dégradation. Et donc nous pensons que des mobilisations de fonds au plan international par l'intermédiaire des institutions financières et même d'autres partenaires donateurs donc constituent quand même des bons signes qui peuvent être porteurs dans l'avenir ou dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Alors aujourd'hui, la mise en œuvre de ce projet, quand nous faisons face à, nous estimons les résultats attendus à la mise en œuvre de ce projet, est-ce que la biodiversité pourrait éventuellement être sauvée dans ce projet? Oui, parce que qui parle de désertification, en fait tout se tient. Tout se tient parce que la lutte contre la désertification passe par la restauration des forêts, par les préventions, n'est-ce pas, des atteintes aux forêts, si vous voulez, donc qui constituent le couvert végétal et qui enrichissent, qui fertilisent les terres, bien sûr. Et donc, la question de la désertification est inclue dans la biodiversité, qui est un concept réticulaire, n'est-ce pas, qui a été accepté, si vous voulez, et donc dans le vocabulaire juridique international dans la décennie 1980, à travers des publications scientifiques, mais empruntées cette fois-ci par les juristes, notamment les rédacteurs de la Convention spécifique sur la conservation de la biodiversité
qui est une convention globale aussi, assez contraignante. Et donc la dimension de la biodiversité est inclue également dans la convention de la lutte contre la dégradation des terres et donc de la désertification. Donc tout est lié, il y a des interférences entre ces différents textes, mais l'objectif au final c'est vraiment de parvenir vraiment à lutter ou aussi à limiter les effets, les conséquences dommageables justement de ces phénomènes-là sur le développement social et économique de notre pays. Très bien. Professeur Sidibé, nous arrivons quand même au terme de cette émission. Oui. Et en conclusion, quel appel lancez-vous aux autorités, au grand public, à l'opinion pour la lutte contre ce phénomène de la désertification et la dégradation des terres au Mali, pays continental que nous sommes? Oui, en fait, ce que je lance comme appel, c'est surtout aux différents responsables, n'est-ce pas, ceux qui tiennent la responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette convention. Parce qu'il y a 3 grandes obligations que l'on peut tirer de la convention de Paris sur la lutte contre la désertification. Il y a des obligations qui pèsent sur l'ensemble de la communauté internationale qui doit prendre, n'est-ce pas, très au sérieux, à bras le corps, les phénomènes. Mais il y a aussi des obligations qui pèsent sur les pays touchés par le phénomène, qui sont particulièrement touchés par ce phénomène, qui doivent mettre tout en œuvre sur le plan de la planification environnementale, sur le plan de la mise en place des politiques, des stratégies, n'est-ce pas, nationales de lutte contre ce phénomène, mais aussi profiter de ce partenariat fructueux entre les États et les organisations non gouvernementales et même les organisations intergouvernementales qui constituent des acteurs extrêmement importants, n'est-ce pas, dans le cadre de cette lutte. Et donc ça permettra vraiment de procéder à une sensibilisation des populations. Parce que les défrichements des forêts a différentes fins. Il y a des fins agricoles, il y a l'orpaillage traditionnel, il y a l'orpaillage industriel à travers les sociétés minières. Il y a aussi la foresterie, l'exploitation forestière, n'est-ce pas, à des fins notamment des bois de chauffe, des charbons, etc., qui constituent des phénomènes qui arrivent justement à exposer, n'est-ce pas, les terres à ces phénomènes de désertification. Et donc une sensibilisation large doit être faite, n'est-ce pas, par les autorités au plan national. Au plan, la 3e obligation pèse sur les pays donateurs, les partenaires techniques, n'est-ce pas, et financiers, qui doivent aussi jouer leur rôle en venant en aide, n'est-ce pas, à ces États qui sont touchés par ces phénomènes, pour les aider effectivement dans le cadre de, on va dire, du partenariat tel que ça résulte de l'objectif 17 des ODD, partenariat fructueux entre les États par rapport au phénomène. Donc c'est dans le cadre de ce partenariat qu'on peut alors octroyer des financements permettant aux États de pouvoir donc réaliser leur planification par rapport à la lutte contre la désertification. Merci beaucoup pour tous ces détails, professeur Sidibé. Nous arrivons à la fin de ce numéro. Ainsi prend fin cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Salia Bleu. Bonsoir.